mes confrères et consoeurs, journalistes, hommes des médias, hommes et femmes de médias, bienvenue à cette double cérémonie sur l'ouvrage du professeur Charlie-Gabriel Lecoq. C'est une conférence de presse, donc vous aurez tout à l'heure la possibilité de poser des questions à l'auteur. C'est aussi une cérémonie de dédicace de l'ouvrage qui aborde un thème qui pèse les tonnes. La gouvernance judiciaire au Cameroun, pouvoir d'injustice et délit d'inégalité. Nous savons que pendant 2 années ou 3 années consécutives, le Cameroun a occupé le premier rang dans le monde, du pays en Afrique, du pays le plus corrompu. Et qui parle de corruption, parle de gouvernance et de malgouvernance. Bienvenue donc à tous à cette double cérémonie. L'auteur est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il est anthropologue, chercheur, universitaire. Il est là à son... C'est presque le 30e ouvrage. Presque mon âge. Vous écrivez chaque année. Bref, le professeur est à presque son 30e ouvrage, mais celui-ci est particulier parce que c'est une idéographie, un genre et un style inhabituel. Le livre idéographique est défini dans les premières pages de l'ouvrage. L'auteur veut que le public fasse la différence parce que vous voyez à l'affiche, à la première de couverture, un grand homme d'État, l'ancien délégué du gouvernement, le colonel Édouard Nathanaël Etondé Ekoto. Mais ce n'est pas, comme le précise l'auteur, une biographie. Ce n'est pas un livre sur l'homme, mais c'est un livre sur une idée. Avec un cas d'école, comme je vous le disais, un cas d'école patent, celui d'un justiciable, comme tout le monde, comme nous tous, mais un homme qui aura servi sa nation toute sa vie entière. Il a passé 8 années, vous le savez, en privation de liberté, un moment d'amertume pour ses proches, sa famille, ses connaissances, qui apprennent 8 années plus tard que le colonel est innocent. D'ailleurs, l'auteur cite un autre justiciable comme tout le monde qui aura vécu presque le même travers, l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Je vais vous lire la citation de Laurent Gbagbo. Ils m'ont gardé là-bas pendant 8 ans. Puis, ils ont dit que j'étais innocent. Mais que dit Laurent Gbagbo à la fin? Pour terminer cette citation, il dit « C'est quelque chose qu'il faut respecter ». On vous a gardé 8 années et on vous déclare innocent, on vous acquitte. Il dit que c'est quelque chose qu'il faut pardonner. Je vais vous lire les interrogations de l'auteur en 4e de couverture face à tout cela. Qui a-t-on et qu'a-t-on finalement tenu à condamner? Un homme, sa vision ou la visibilité de tout idéal de dignité et de fierté?
Au-delà des temps des Koto, le pouvoir d'injustice au Cameroun s'offrira-t-il toujours des coupables d'innocence pour crimes d'audacieuse créativité, de féconde productivité et de liberté d'esprit? Ce sont les deux interrogations qui font, en quelque sorte, les 260 pages ou 66 pages de cet ouvrage. Professeur Charlie Gabriel Bock, je vous ai posé beaucoup de questions sur cet ouvrage. Et comme d'habitude, je suis restée sur ma faim. Parce que je n'ai pas l'intelligence d'une de vos élèves ou d'une de vos étudiantes. Alors nous sommes là ce soir pour que vous nous expliquiez ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage, qui a un prétexte, parce qu'il y a un autre livre, ce n'est pas le thème de ce soir, ce livre du professeur Charlie Gabriel Bock, L'Opération Épervier au Cameroun, un devoir d'injustice. C'est ce livre qui est la base du nouvel ouvrage. Mais je suis sûre que plusieurs d'entre vous vous êtes arrêtés au point de vente à l'entrée de cette salle pour vous procurer le livre qui est à prix promotionnel. Merci beaucoup, professeur. Donc, installez-vous bien. On va passer la parole au professeur à qui nous allons également souhaiter la bienvenue à Douala, puisqu'il vit à Yaoundé. Bienvenue, professeur. Je pense que, sans avoir à bousculer une dame, je vais emprunter votre pupitre pour l'entretien avec ce prestigieux public. Je vous laisse donc le soin de vous adresser mieux que moi au public anglophone. Mesdames et messieurs, professionnels de la presse, tous médias confondus, ce n'est pas un petit privilège de parler de certaines personnalités et surtout d'aborder certains sujets qui touchent ces personnalités. Il y a des livres qu'on lit quand on voyage. Nous disons qu'ils nous aident à passer le temps. En réalité, nous voulons dire par là qu'ils nous aident à ne pas trop subir la durée du voyage. Mais il y a des livres qui font, eux, voyager, qui offrent un voyage. Nous avons la faiblesse de penser que le livre que le colonel Édouard Nathanaël Etonde-Ekoto a inspiré fait partie de ces livres qui nous sortent de notre routine quotidienne, qui nous dépaysent par leur particularité. On aurait même pu dire par leur singularité. Parce que le livre qui nous réunit ce jour est le voyage d'une vie. Est un voyage dans une vie. Voyage d'une vie, voyage dans une vie. Non plus la vie biologique d'une personne physique que les biographies savent décrire, mais un voyage dans les idées, dans les rêves, dans les ambitions et même dans les prétentions qui définissent une vie.
et qui en constitue ce que nous appelons habituellement un idéal. C'est ce voyage dans les idées d'Édouard Nathanaël Etonde Ekoto, c'est sa vision de la vie telle que mise en œuvre par son action que nous avons appelée idéographie, par différence avec biographie. Parce que les biographies commencent par une personne et se terminent à la personne. Il est né, on présume, d'une mère et d'un père. Il a eu à faire son école primaire, etc. Il aimait les beignets haricots. Ça, c'est la biographie au quotidien. Le Njansa, il passe le piment, le ndolé, le nyondo. Nous avons pensé qu'il nous incombait de tenter d'entrer dans les idées de cette personnalité. Voilà pourquoi plusieurs questions de recherche ne se sont pas seulement posées à nous, mais se sont imposées. Nous sommes interpellés. Je vais vous en examiner quelques-unes. Édouard Etonde Ekoto aurait-il pensé une action quelconque? Aurait-il pensé? Comment aurait-il, pour ainsi dire, actionné cette pensée éventuelle d'une action? S'il est, lui, une pensée en action, action au pluriel, dans quel type d'action cette pensée se sera-t-elle déployée? Et dans quel esprit? Qu'est-il advenu des dites actions? Et puis, qu'est-il par ailleurs advenu de l'opérateur lui-même pendant la mise en œuvre de ses propres pensées? Nous sommes là dans une forte question, les unes plus subtiles, plus complexes que d'autres. Nous ne vous ferons pas l'injure de résumer l'ouvrage que vous honorez par votre présence. Non. Pourquoi? Parce que vous avez librement choisi de l'acquérir, de le lire. Or, comme vous le savez, lire, c'est élire. Et le propre du livre étant de livrer, nous nous livrons à votre lecture qui est en même temps votre élection. Parce que lire, c'est élire toujours. Par respect donc pour votre liberté de lecteur et lecteur, nous ne vous présenterons pas non plus un guide de lecture, de peur de corrompre votre vote, comme cela se fait souvent dans certaines situations. Notre propos se veut en réalité une modeste mise en bouche, une humble présentation de quelques repères significatifs propres à confirmer la justesse de votre choix qui a été d'honorer cet ouvrage par votre présence. Première préoccupation. Pourquoi le titre « Gouvernance judiciaire au Cameroun » est-il illustré par la photo d'une personne? Tentative de réponse. Parce que la personne dont vous apercevez la photo est un prétexte à quelque chose qui va au-delà de sa personne. Vous connaissez une personne, vous connaissez certainement cette personne.
Mais l'ouvrage n'a rien de personnel. Ceux qui connaissent monsieur l'auront reconnu sur la photo. C'est une personne connue. Mais l'ouvrage n'a rien de personnel. Parce qu'il s'agit d'une étude de cas. Une étude de cas d'un cas d'école susceptible d'illustrer ce que le Cameroun vit en matière de gouvernance judiciaire. La plupart des entreprises menées par Edouard Etondé et Kotor ont ceci de particulier qu'ils les aient entreprises comme agents de l'État, comme opérateurs privés. Toutes ont débouché sur une mise en perspective d'intérêt général et parfois d'intérêt national. L'individu personnel qu'il aura été se sera ainsi donné la peine et les moyens moraux de s'ériger en projet collectif, national et parfois régional. Nous avons eu l'occasion d'écrire quelques ouvrages comme Madame l'a rappelé pendant sa présentation. Mais nous confessons humblement que c'est la toute première fois qu'il nous est arrivé d'écrire et de publier une vie d'incidence générale et d'incidence nationale. L'idéographie qui nous rassemble restitue donc une existence plurivalente qui nous installe au cœur de la nation. C'est incontournable, la question que son vécu a posée interpelle la nation camerounaise parce que qui touche la gouvernance touche le vécu des citoyens d'une nation donnée. Le vécu transversal d'Edouard Etondé et Kotor explique la transversalité de son idéographie. Parce que ce livre concerne plusieurs institutions de la République, plusieurs corps sociaux. Les forces armées sont concernées. L'urbanisme et l'habitat sont concernés. L'agriculture est concernée. Le commerce est concerné. L'économie du Cameroun est concernée. La diplomatie du Cameroun est concernée. Pendant les échanges, vous pourrez poser des questions sur ces aspects pour obtenir quelques précisions. Je voudrais déjà signaler que s'agissant de l'agriculture, Edouard Etondé et Kotor s'est engagé à faire une percée dans ce qu'on aurait pu appeler l'agriculture diplomatique. Parce que quand il incite à la production, il dit la production agricole du Cameroun est susceptible de faciliter les relations entre le Cameroun et le Nigeria, le Cameroun pouvant devenir le grenier du Nigeria. Tout le monde comprend que les difficultés que le Cameroun a pu avoir autour de Bakassi, etc., sont discrètement mentionnées par cette approche diplomatique de l'agriculture. Et la justice est concernée, et naturellement, la politique au Cameroun est concernée. Cette transversalité a fait la singularité de cette personnalité. Elle lui a forgé un destin singulier. Je voudrais vous en donner quelques exemples. Donc, quelques exemples pour marquer la singularité
de ce destin. Et Diora Tombé Koto dirige l'école militaire interarmes à 30 ans. À 30 ans. Là, je vous vois aussi souvent, on veut savoir quel est le nouveau disque, le nouveau tube qui fait rage dans les boîtes de nuit. Il est colonel à 36 ans. Mais il est activement empêché de devenir général. C'est frileux dans la République. Parce qu'en Afrique, on ne sait pas trop. Il arrive trop souvent que du jour au lendemain, la volonté d'un général devienne la volonté générale. On a peur des coups d'État. Et ce fringant jeune colonel brillant sorti de Saint-Cyr est presque brimé. Parce que ça scintille. Et nous sommes dans un pays où on éteint les étoiles, parfois pour s'éclairer aux lucioles. Allez comprendre. Mais il se sera fait un nom. Parce qu'en plus, non content de l'empêcher de devenir général, on le pousse à la retraite à 41 ans. Retraité à 41 ans. Il se fait un nom en marge des nominations dont on pensait prématurément le sevrer. Cette situation est importante dans nos pays parce que on a souvent entendu dire que nous étions un pays de créatures où des anonymes s'impatientent d'exister par nomination. Et voici une personne qui donne l'impression de se passer des nominations. Il se bâtit un nom, ce qui ne l'empêche pas de servir son pays. Parce que quand il est appelé au service civique, soutien militaire, au gradé de l'armée, il veut faire du service civique de participation au développement une armée de développement. Ça ne s'arrête pas là. Tout est dans ces plantations, mais voici qu'un décret présidentiel le rappelle aux affaires publiques. Mais là, tollé général, il est considéré comme un outsider. Il vient d'où? Il vient de ces champs d'ananas. Il vient de ces... Pourquoi? Levé de bouclier. Seulement, il n'a pas cherché à parasiter l'État. Il a dû quitter ses affaires personnelles, ses affaires florissantes, pour se mettre au service de l'État. Singularité d'un destin. Il est retenu par le président candidat en 2004 comme responsable de sa campagne à tous les niveaux de l'ensemble du littoral, au niveau communal, au niveau départemental, au niveau provincial. C'est Etonde Ekotor que le président Biya désigne comme responsable de sa candidature à la présidence de la République. Nouveau tollé général, il vient d'où? Il vient de ce champ. Il n'est pas du sérail. Pourquoi lui? Par dérision ou par amertume, on lui colle une étiquette. L'homme du président. Les sourires sont plus fins que réels. Beaucoup ressemblent à des rictus, mais ça fait partie de la vie publique. Bien singulier destin que celui de Diora Tombé Ekoto, parce qu'à force de s'adonner à résoudre les problèmes de son pays dans ses différentes responsabilités, il est devenu le problème à résoudre. Je ne sais pas trop pour le Cameroun, mais il se dit que dans certains pays,
donc peut-être pays d'Afrique centrale. Ceux qui devraient aller en prison se pressent d'y envoyer les autres. Voilà pourquoi par des montages judiciaires et des embuscades procédurales, la trop grande visibilité d'Edouard Etondé Ekoto va le faire pousser hors champ. Il faut qu'il sorte des caméras, il faut qu'il sorte des projecteurs. Un procureur de la République se chargera d'obtenir sa tête par des vices de procédure. Le propre des procureurs, c'est de procurer. Il a eu sa tête. 15 ans d'emprisonnement ferme. Mais après 8 ans de privation de liberté, la Cour suprême a jugé ce jugement et a condamné la condamnation d'Edouard Etondé Ekoto. Acquittement, reconnu non coupable. Seulement, c'est après 8 ans de privation de liberté. Peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire d'un cochon qui s'est mis à courir, à perdre haleine, parce qu'on lui dit qu'on est à la recherche de bêtes à cornes. Il rencontre un éléphant et il s'en ouvre à l'éléphant. L'éléphant lui dit, mais pourquoi tu cours? Tu n'as pas de cornes. Le cochon lui dit, avec ce qui se passe, il me faudra 20 ans pour expliquer que je n'ai pas de cornes. À Edouard Nathanaël Etondé Ekoto, il a fallu 8 ans pour expliquer et faire comprendre qu'il n'était pas du tout coupable des délits dont on l'accabait. Le sous-titre de l'ouvrage, Madame Bissot vous l'a rappelé, est pouvoir d'injustice et délit d'inéquité. Je viens d'esquisser, encore que succinctement, le pouvoir d'injustice ou des montages, des vices de procédure, mettre une tête au billot. Je parle sous le contrôle des avocats qui sont dans la salle. Bonjour, maître. Dis. Qu'en est-il de l'inéquité? L'inéquité, sommairement, c'est le fait de frustrer un justiciable d'un procès équitable, d'un jugement de justice. Edouard Etondé Ekoto s'est vu nier toute chance de réparation du préjudice qu'il a subi. 8 ans mutilé de sa famille, ma foi, officier supérieur, honneur et fidélité. 8 ans de déshonneur. Ce drame judiciaire interroge la haute magistrature. On ne pourra pas s'en cacher. Parce que, par respect pour son pays, l'intéressé n'entend pas porter plainte au Cameroun. Il croit à la justice. Mais il se rend plutôt disponible pour un arrangement, fût-il mauvais, plutôt que de se livrer à un procès, quelque bon soit-il. Vous connaissez l'adage, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. D'autant plus que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé recevable une doléance qu'il avait soumise à cette instance. Parce que 8 ans d'une vie, ça compte tout de même. Puisque dans d'autres pays, 8 ans, c'est 2 mandats présidentiels.
C'est ici que le titre d'ouvrage prend toute sa dimension. Parce que alors que la Commission africaine des droits de l'homme, des peuples, a estimé recevable la doléance de M. Etondé, la Commission camerounaise d'indemnisation de ceux qui sont privés de liberté de manière abusive s'est prononcée sur l'irrecevabilité de la même doléance. C'est une question de fond. Parce qu'il va falloir que la haute magistrature arbitre entre les lois et les procédures nationales qui s'avèrent en contradiction avec les engagements internationaux du Cameroun, puisque le Cameroun a ratifié la charte des droits de l'homme des peuples au niveau africain. Je n'ai pas qualité pour commenter davantage cette question de droit, mais elle nous situe au cœur de la gouvernance dans notre pays. Nous avons déjà vu que tout ce qu'il a touché par ses actions a pris à tous les coups une envergure générale, collective, nationale. Mais voici qu'avec l'inéquité dont il est victime et qui le touche à titre personnel, ouvre encore une problématique d'intérêt national. Cela signifie que, avec M. Edouard Attalé et Koto, qu'on le prenne par le privé et qu'on le prenne par le général, on se retrouve dans des problématiques qui interpellent la nation. En quoi, me demanderez-vous? En ceci que le grand malaise judiciaire que révèle le déni de réparation et d'indemnisation demande désormais un arbitrage de haut niveau, à savoir l'arbitrage du premier magistrat de la République. Au nom de quoi? Allez-vous me demander? Au nom de quoi? Pour avoir désavoué la Cour d'appel du littoral, les hauts magistrats de la Cour suprême ont prouvé que la justice au Cameroun peut se juger. C'est se juger. N'hésite pas toujours à se condamner. Ceci peut signifier qu'elle peut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ce processus. Au nom de cet esprit de conséquence, cette justice peut se donner les moyens de conduire à terme cette logique de justice, puisqu'il est question de réparer un tort indûment fait. Or, c'est l'une des structures même de la Cour suprême qui déclare irrecevable au niveau national une requête déclarée recevable au niveau international. Tout le monde connaît le symbole de la justice. C'est une charmante dame, elle a les yeux bandés. Mais cette dame, elle n'est pas aveugle par cécité. Par cécité physiologique, non. Dans la justice, c'est aveuglé par concentration. Pour voir les choses de l'intérieur, en intime conviction, en âme et conscience.
Voilà pourquoi il s'agit là d'une cécité, pour ainsi dire, regardante, au nom de l'impartialité qui seul conduit à l'inéquité dont le colonel Etonde Ekoko est frustré dans son pays. Il nous semble qu'il devient crucial que la bonne information sur cette affaire parvienne au premier magistrat de la République. Parce que les 8 années d'honneur, d'un honneur célébré ailleurs, risquent de devenir au Cameroun 8 années d'un honneur bafoué. Et un honneur bafoué d'un officier supérieur de nos forces armées dont la devise honneur et fidélité n'a pas encore changé. S'agissant de la remontée de la bonne information au premier magistrat, nous pourrions succinctement dire que c'est tout à fait justifié parce que 4 principales qualités fondent le premier magistrat à s'en préoccuper. Puisqu'on s'entend à demi, le président du Conseil supérieur de la magistrature est le garant de l'indépendance de la justice et de la fiabilité de la justice au Cameroun. C'est le premier argument. Le chef de l'État du Cameroun est l'autorité suprême qui a promu M. Edouard Etonde Ekoko à de hautes fonctions, président du conseil d'administration du port autonome de Douala, délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Douala, deuxième argument. Troisième grande qualité du premier magistrat, chef suprême des forces armées, il ne peut pas ne pas se souvenir que Edouard Etonde Ekoko est un haut gradé de l'armée du Cameroun. Et enfin, on l'a rappelé succinctement, comme président candidat, c'est lui qui a honoré M. Etonde Ekoko en le désignant responsable de sa campagne dans tout le littoral. Il nous semble que la justesse de l'évaluation de ces qualités conduit naturellement à la justice, puisque le propre de Dame Justice, malgré cette cécité apparente, est de juger juste. La situation de malaise qui explique donc l'inéquité qui peut faire concourir à un pouvoir, non pas de justice, mais d'injustice, cette situation de malaise, on s'en aperçoit à au moins 3 dimensions. Mais en réalité, elle n'est plus ni administrative, ni simplement judiciaire. Elle est politique puisqu'elle touche la plus haute personnalité touche la politique. Chacun sait que le premier magistrat de la République, dans des cas extrêmes, a la latitude de gracier ceux-mêmes qui sont condamnés à des peines extrêmes, la peine de mort. Il n'y a que lui. Dans le cas d'espèce, voilà un officier supérieur de l'armée qui est reconnu innocent, acquitté, et que, parfois, lui, en toute confiance, se dit « Mon pays saura me rendre justice ». Il n'est pas question qu'il le traîne devant le tribunal. C'est très important à souligner parce que le terme honneur dans la langue de France est l'un des rares qui se dénature quand ils prennent le pluriel. Lorsqu'on préfère les honneurs à l'honneur, on peut sacrifier bien des choses. Mais cet officier supérieur, au nom de l'honneur, reste optimiste.
Ce n'est donc pas par hasard qu'il fait confiance à la justice de son pays, à moins d'avoir la preuve que dans le code de procédure pénale, on a inventé le délit de patriotisme. À moins d'avoir la preuve que dans le code de procédure pénale du Cameroun, on a inventé le délit de patriotisme. C'était donné un modèle, Martin Luther King. Nous l'avons retrouvé dans les documents que la famille nous a donnés, consultés, compulsés, examinés. Et qu'est-ce qu'il disait Martin Luther King? Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez les rues, si bien que les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire: ici a vécu un grand balayeur de rue qui a bien fait son boulot. Question. Ce délit d'inéquité signifie-t-il que Edouard Etonde Ekoto va être criminalisé pour avoir voulu bien faire son boulot? On peut discuter longtemps de la question. Mais une chose est certaine, le droit ne peut naître d'un délit de droit. Et en l'occurrence, le délit de réparation donne l'impression que l'on s'utilise de la main gauche un acquittement qu'on a prononcé de la main droite. La crainte que les Camerounais, dont Edouard Etonde Ekoto est un spécimen, la crainte, c'est qu'on ne s'accommode d'une manœuvre judiciaire par laquelle on prolonge le supplice d'un justiciable qu'on a libéré en la forme, mais qu'on maintient à séquestre au fond, dans la perte à la fois de son honneur et des moyens de vivre. Ceci revient à criminaliser une seconde fois une innocence acquittée en lui déniant toute réparation de la première criminalisation qu'il aurait fait injustement condamner. Ceux qui ont suivi ce procès savent que certains justiciables ont été condamnés à vie. La question, c'est de savoir si ceux qui ont été acquittés pour innocence doivent être condamnés à survie. Parce qu'en 8 ans, ces affaires ont pu répéter, comme on peut l'imaginer. Telle est la forêt de questionnement à laquelle conduit l'idéographie d'un justiciable au Cameroun, dont le nom est Edouard Nathanaël Etonde Ekoto. Il y en a d'autres, certainement. Il y en a d'autres, assurément. Mais ce que nous voulions dire, c'est que le souci de s'engager dans des actions pensées, le souci de penser des actions dont les résultats dépassent la personne
recherche l'intérêt collectif, général, l'impact national et même régional. On l'a vu dans son programme de Sawa Beach. Il fallait que Douala devienne un hub pour toute la région d'Afrique centrale. D'autres pays ont copié. Nous, on attend que le projet sorte de la mandrake. Ceci nous permet de penser que certains hommes deviennent quelque chose parce qu'on les a nommés à une institution. Mais certaines institutions deviennent durablement quelque chose parce qu'on les a confiées à un homme. Quand on en a comme ça dans le pays, Edouard Tondo Koto n'est pas seul. Sa génération a comme cela des repères importants à consulter, à approcher, parce qu'ils ont des choses à donner aux jeunes générations. Son cas nous a interpellés. Je suis sûr que d'autres cas peuvent interpeller d'autres personnes. Il y a des intelligences pour ça dans notre pays. Chacun de nous choisira donc la catégorie ou la case où on peut loger cette personnalité. Mais avant de caser ou de classer telle ou telle personnalité, notamment Edouard Tondo Koto, nous voudrions rappeler la question de la 4e de couverture que Mme Guissot a rappelée dans sa présentation. Qui a-t-on et qu'a-t-on finalement tenu à condamner? Un homme, sa vision ou la visibilité de tout idéal de dignité et de fierté. Parce qu'il nous est arrivé de penser qu'il doit attendre les Koto, c'était créer lui-même ses problèmes. Parce qu'à tous les coups, il sort des rangs. Il est en avance sur un certain nombre de choses. Vous avez raison au mauvais moment, vous avez tort. Forcément. Mais au-delà de cette personnalité, l'idéographie nous invite à rappeler un mot de Victor Hugo, je pense. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Ô insensé qui croit que je ne suis pas toi. Il y a la photo d'une personne, mais nous le répétons, l'ouvrage n'est pas personnel. C'est une illustration d'une question d'importance nationale incontestable. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout justiciable. Aujourd'hui, peut-être pas encore, mais peut-être demain. C'est tout justiciable camerounais qui attend que la gouvernance judiciaire au Cameroun fasse droit à une justice de vérité, à une justice humanisée, loin du juridisme qui fait régresser l'humanisme judiciaire par des condamnations intempestives ou des délits d'inéquité par des réflexes d'irrecevabilité. Je vous remercie. Thank you very much, Professor Charlie Gabriel. I greet again my
dear colleagues, journalists, and the honorable guests who came to this double press conference and dedication ceremony. Thank you very much. After this, we're going to have the dedication ceremony. But before that, you have the chance to ask questions on what you heard the professor said, explained, and other questions that you may have after reading the paper that was on your seat. So we are going to have the question-answer session, the dedication ceremony, and through this door or that other one, you have to maybe, for those who have been here since 3 p.m. or 5 p.m., to take a break. Food and drink. So thank you very much. We're going to proceed with the question and answer session. We have our steward inside, our horses. You take the mic and please, you may lift up your hand or your finger if you have any question to ask to the professor. Thank you. Je m'appelle Elisabeth Moundou. Je suis psychopathologue, anthropologue et écrivain. Professeur Mbok, j'ai parcouru votre ouvrage, j'ai eu beau être habitué à comprendre votre pensée. J'ai passé une nuit fort désagréable, tant j'étais triste, tant votre ouvrage m'a plongé dans une extrême tristesse. Je ne veux pas dire que vous avez fait œuvre d'une psychanalyse de profondeur, mais il y a tant de choses qui sont évoquées. L'une de vos dernières préoccupations était sur le patriotisme, il me semble, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut être condamné pour avoir été patriote? Moi, j'ai envie de vous demander si on devrait toujours être condamné pour avoir seulement osé penser. Parce que j'ai eu le sentiment que c'était souvent le cas. J'ai eu l'impression de me trouver dans un nouveau procès de Dreyfus, peut-être parce qu'il est militaire, je ne sais pas, j'ai fait l'association, mais j'ai pensé à Dreyfus. J'ai pensé à un univers kafkaïen. Je n'arrivais pas à comprendre ou dire tant de choses contre un seul homme. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité qui a été finalement imposée, les possibilités de réparation. Je vous pose la question, mais je ne vous demande pas de nous répondre, tant la réponse est évidente. Quelle indemnisation peut réparer ce qui a été fait à cet homme et à sa famille? Qu'est-ce qui pourrait réparer cela? J'ai eu après le sentiment que j'étais dans un film de Costa Gravas avec l'aveu. J'ai eu tellement, ma tête s'est tellement promenée que j'ai refermé le livre et je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait en dernier? Oui, donc j'étais vraiment dans un univers kafkaïen et je suis arrivé à la conclusion que, bien entendu, si on connaît un petit peu votre mode de pensée, les titres que vous avez choisis étaient d'une extrême justesse. Pourtant, je me suis posé la question, est-ce que ce livre n'aurait pas pu être je vais me lever pour pour social plusieurs raisons. annoncé? D'abord par respect pour Madame Moundou, qui pêche par modestie.
Elle est psychanalyste, comme elle a dit, psychopatologue, une grosse peinture à l'UNESCO pendant de longues années. Et chacun s'est rendu compte de la justesse de la frappe. Elle choisit ses mots et c'est bouleversant ce que vous dites, madame. Et effectivement, je doute qu'on puisse connaître cette histoire et ne pas être bouleversé, sauf à être ceux qui sont à l'origine de l'histoire. Dreyfus, naturellement, ma foi, tout le monde connaît l'histoire de Dreyfus, ce fameux complot. Donc Charles Péguy a parlé de manière magistrale, qui a provoqué des bagarres à la Sorbonne. Il s'est donné des coups de canne, parce qu'il y avait les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Mais on a vu, la vérité a fini par être rétablie, parce que c'était un complot ourdi, et vous avez utilisé le mot. Kafka, bien entendu. De quoi est-on accusé? Difficile de voir. Mais on est condamné. Et des coupables d'innocence se multiplient. Et vous dites, quand je parle de frappe, chronique d'une mort sociale. Lorsque, dans un pays donné, quelqu'un a le sentiment que ceux qui sont à la décision ou que le pouvoir donne l'impression d'organiser des morts sociales, de quoi peut-on encore parler quand on fait un discours sur l'avenir? La justesse de cette observation est l'un des arguments qui ont fait que je ne puisse pas répondre à votre préoccupation en restant assis. Mais oui, tout le monde a eu, pas seulement le sentiment, mais la conviction que le processus conduisait à une liquidation sociale, naturelle. Parce que 8 ans, un chef de famille, privé de sa famille, mutilé de tout, ne parlons pas de l'homme nation, mais il y a des enfants. On ne va pas organiser un avenir de cimetière. Okay, I just hope that Madame, you've been satisfied with the answer. Okay, so we have because time is going on, we have you're satisfied with the answer. Okay, thank you very much. So we have 15 minutes for this question and answer session before the dedication session. So we'll take the next question. Please, you introduce yourself and ask the question. Thank you. Merci. Michel Loubé-Wanet, journaliste. Monsieur Charlie Gabriel Bock, je vous remercie vraiment et félicite pour cet ouvrage audacieux et votre présentation. J'ai une question, elle me préoccupe et je dirais même qu'elle me hante depuis de nombreuses années. J'avoue aussi que je n'ai pas encore lu le livre et je ne sais même pas si vous avez tenté d'y répondre à cette question. La question est la suivante. Lorsqu'on a suivi cette affaire et toutes ces tribulations,
on ne peut pas ne pas se demander, mais au fond, pour quelle raison? Pour quelle raison, je dis bien pour quelle raison au pluriel, a-t-on pu organiser une telle machination judiciaire contre un grand Camerounais qui s'est battu pour ce pays, qui a construit, qui a créé des emplois, qui a même, vous ne l'avez pas dit, je veux dire, qui a défendu également comme militaire ce pays. Qu'est-ce qui a bien pu qu'est-ce qui peut expliquer une telle machination? Est-ce que c'était parce que, comme certains l'ont dit, c'était un ambitieux, c'était un monsieur très en avance sur son temps, ou vous l'avez aussi dit tout à l'heure, qu'il était trop visible? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à cette question? Il serait prétentieux de ma part de vous dire oui, j'ai des éléments de réponse. Nous n'avons que des supplications. On se pose la question, on émet des hypothèses. Parce que humainement parlant, rien ne justifie ce que vous avez appelé machination. Le terme, vous l'avez choisi avec justesse. Cela veut dire qu'on met en place un mécanisme dont l'objectif est de détruire une personne, de nuire à une personne, il est difficile de savoir quelles peuvent être les motivations. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'étoiles et de lucioles. Quand vous êtes dans un contexte, par exemple dans la République très très démocratique du Gondwana, où on éteint tout ce qui brille pour s'éclairer, on éteint des étoiles pour s'éclairer aux lucioles, il faut se poser des questions de projection, même de prospective. Qu'est-ce que les lucioles dont on se satisfait vont apporter comme lumière à ceux qui arrivent? Je n'ai pas de réponse et c'est cela qui bouleverse. Parce qu'en réalité, vous me demandez de vous dire qu'est-ce qui peut justifier cela. Il n'y a pas de justification à une organisation de mort sociale. La matière grise, la quantité de matière grise qu'il y a dans cette salle, vous n'imaginez pas, je vois des personnalités, je vois, c'est un trésor d'intelligence. Mais que on s'arrange pour éliminer les dames, les jeunes dames, les messieurs, jeunes messieurs, vous de la profession des médias, etc. Quelle est la justification qu'on peut y trouver? Voilà ma difficulté, je ne peux pas. J'ai pas de réponse. Et c'est cela qui fait que, ma foi, c'est peut-être ça qui a déclenché ce travail. Parce que ce n'est pas un roman, c'est une étude qui a été menée pendant près de 4 ans. On ne se met pas. Quand on est serein, on ne s'engage pas dans ce genre de. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Et la question vous ronge depuis des années, vous avez dit. L'avons-nous abordé? Je ne peux pas savoir. Mais la question se pose. Peut-être qu'elle s'est posée à travers un livre aussi, puisque vous donnez l'impression de voir le prolongement de votre question. Voilà pourquoi ce livre est une défense et illustration de la justice au Cameroun. Et quand on dit illustration, cette photo est d'une personne, mais ce n'est qu'une illustration d'une question fondamentale pour notre pays.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, professeur. Je suis Junior Ossin, journaliste à Canal 2 International. Je suis également le président du réseau international des journalistes littéraires du Cameroun. Donc, je suis spécialisé sur les questions littéraires en ce qui concerne l'information et la communication. Donc, nous traitons au quotidien ce type de sujet. Du moins, c'est ma spécialité en tant que journaliste. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu accès au livre avant, donc je ne pourrais poser des questions qui sont, du moins dans l'idée, me seraient venues du contenu parce que je ne l'ai pas lu, malheureusement. J'espère que j'aurai le livre. En tout cas, je vais l'avoir tout à l'heure. Ma question est celle-ci, professeur. Est-ce qu'il existe une justice juste? Tellement on parle de justice dans, je vais dire, au Gondwana, si vous voulez. Au Gondwana, on parle tout le temps de justice, on traite la justice n'importe comment, mauvaise justice. Est-ce qu'il existe dans ce monde une justice qui est juste? Telle est ma question. Merci beaucoup. Une justice juste. Il ne faut pas la chercher du côté de ceux qui rendent justice. Il faut la chercher de ceux qui reçoivent le verdict. Si vous sortez d'un tribunal avec le sentiment d'avoir été jugé avec justice, cela signifie qu'il y a une justice juste. Donc c'est le justiciable qui est le thermomètre de la justice. Je voudrais tenter d'expliquer cela. X a commis un crime. Il est interpellé, renvoyé devant les tribunaux. Il sollicite des avocats compétents qui le défendent. Les avocats se battent pour sauver une tête. Mais lui, au fond dans son fort intérieur, il sait qu'il a du sang dans les mains. Parce qu'il sait qu'il a commis un crime. S'il est libéré, innocenté, acquitté, il ira en chantant. Mais la justice n'aura pas été juste. Parce qu'au fond de lui-même, même s'il a bâillonné sa conscience, il sait qu'il est un criminel. En revanche, si vous êtes accusé d'un crime que vous n'avez pas commis, et que vous soyez accusé, condamné, la justice n'a pas non plus été juste. Puisqu'il y a des erreurs judiciaires. Voyez-vous? Et quand il y a erreur judiciaire, je crois que c'est un cas d'erreur judiciaire ici. La suite, c'est que ceux qui ont rendu justice, soit parce qu'ils ont été trompés, soit parce qu'ils ont choisi de se tromper, se condamnent. Et de vrai, c'est là qu'on parle de réparation. Et c'est pour cela que nous pensons qu'au bout d'une tragédie comme celle dont tout le monde a été témoin, on attend. C'est pas encore, la question n'est pas encore vidée tant qu'elle n'a pas abouti à soit à une réparation, soit à une indemnisation, peu importe. Mais la question tout à l'heure a été posée par Madame Ndo. Quelle indemnisation peut-on? Lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui revendique son honneur, l'honneur est fondamental. Mais l'honneur ne vit pas d'eau et d'air. Des affaires ont été détruites, ont périclité. Des familles, 8 ans
8 années, ça compte. Et ça peut solliciter, au-delà de l'honneur, un comptable. Ne serait-ce que, là, ce n'est même plus une juste réparation, mais le besoin de compensation relative, tout au moins, s'impose à des cas d'erreur judiciaire. Dans d'autres pays, c'est automatique. Je ne parle pas, je ne dis pas que dans d'autres, on botte en touche, mais on attend. Voilà pourquoi la haute magistrature est concernée. Voilà pourquoi le premier magistrat, qui sait gracier les condamnés à mort, a qualité et légitimité pour s'intéresser à des cas d'erreur judiciaire de cette gravité. Merci, professeur. Merci, madame. Je suis le professeur Guillaume Camille Borgin, universitaire. Je ne parle pas ici en qualité d'universitaire. Je voudrais, ceux qui me connaissent et qui connaissent la proximité de mes relations avec le colonel, parce que nous on l'appelle le colonel, seraient surpris que je sorte d'ici sans que je ne prise la parole. Je voudrais féliciter très chaleureusement le professeur Charlie Gabriel Mbok. Votre travail est héroïque. Et je pèse le mot, il est héroïque. Mais je voudrais me permettre de ne pas m'attarder sur votre héroïsme, fut-il patent. Je voudrais, vous avez dit tout à l'heure, le premier magistrat est interpellé. La magistrature est interpellée. Je voudrais inverser les rôles et dire, je suis interpellé, vous êtes interpellé, vous êtes interpellé, vous êtes interpellé. Nous sommes interpellés. Nous sommes... Voilà ce que je voulais entendre. Parce qu'au fond, merci Madame Bondo, je vous emprunte le terme mort sociale. Mais il y a quelqu'un qu'on a essayé de tuer. Excusez-moi la comparaison. À Pâques, qu'est-ce qui lui est arrivé? La résurrection. On sort de Pâques, non? Nous avons le devoir d'opérer la résurrection du colonel. Si nous sommes convaincus de l'effroyable machination dont il a été victime, si nous sommes convaincus de l'effroyable tragédie qui a pesé sur sa personne et sa famille, s'il vous plaît, arrêtons de nous demander ce que fait le haut, le sommet. Tentons un seul instant de dire ce que fait la base, c'est-à-dire vous et nous, c'est-à-dire moi et vous. Excusez-moi, la déformation professionnelle fait que je marche comme dans un amphi. Mais je ne vous trompe pas mes étudiants, rassurez-vous, je n'ai pas la prétention. C'est un autre. Charlie Gabriel Mbok a fini sa mission. À nous d'assumer la nôtre. Nous avons la mission historique de replacer ce monsieur là où il n'aurait jamais dû avoir été déplacé, c'est-à-dire au cœur de la société. Il est même plus loin, au sommet de la société. Vous savez ce que signifie les koto en Douala? C'est le sommet. Ah oui. Vous savez ce qui signifie les tondés? La prolifération. C'est pas ça, Madame Mondo. Et tondé, voilà, tondé. C'est la prolifération. Et du sommet, il fait proliférer pour le bien-être de la société. Et tondé, écoute. J'appartiens à une génération pour qui
ce nom avec une résonance magique. Je vous assure, j'ai passé la moitié de ma vie, je n'avais pas eu ce monsieur. Je le rencontre par l'entremise d'un de ses amis, Dika Akwanya Bonambela. Et quand je rentre dans ce pays, je suis accueilli par cette Dika Akwanya Bonambela et Tondikoto Tokosidumbe. Je dis, c'est lui le colonel et Tondikoto. Il dit, c'est lui. C'était un nom magique, un nom transcendant, un nom même épique, parce que certains récitaient ces épopées militaires sans le connaître. C'était une légende vivante. On a voulu tuer la légende vivante. Réussira-t-on? On a tué. Nous devons dire, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir? Nous devons dire non. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Laissons tomber le sommet. Lui-même est déjà du sommet, pas son nom et Koto. Interrogeons-nous à la base ce qu'on peut faire pour assurer la résurrection de ce monsieur et le placer au cœur de la société. Moi, je vais donner quelques exemples. Vous me permettrez d'être un peu long. J'ai toujours, et je le lui ai toujours dit d'ailleurs, qu'il est temps qu'une biographie entière soit consacrée au colonel. Nous avons dans la société plusieurs colonels, mais on dira colonel tel. Mais pour étonner, on dit le colonel. Quand on a dit le colonel, tout le monde sait de qui il s'agit. C'est pas vrai, Michel? Le colonel. Alors il est temps qu'une biographie entière soit consacrée à ce monsieur et non pas un livre au détour d'un pouvoir d'injustice et délit d'iniquité qui est déjà un succès. Donc je lance un appel à nous. Attelons-nous à écrire collectivement un ouvrage sur le colonel. Autre initiative. Parce que le colonel ne va pas être connu seulement au détour de ces délits. Ce serait injuste, ce serait malhonnête, ça serait même partiel de découvrir pour les générations futures le colonel au détour d'une machination, fut-elle grotesque. Il faut qu'on connaisse l'homme des armes, qu'on connaisse l'agriculteur, et j'apprends ce soir agriculteur diplomate, qu'on connaisse l'aménageur foncier, n'est-ce pas? C'est bien. Hein, l'aménageur foncier, un clin d'œil à son grand ami Jean Yango, qu'on connaisse le penseur social, qu'on connaisse le penseur politique. Autre initiative possible. Pourquoi ne pas nous organiser en association et Tondikoto, les amis de Tondikoto? C'est autant d'initiatives qui peuvent faire renaître celui qu'on a voulu tuer. Alors, il sera plus simplement un patriote, comme l'a dit Charlie Gabriel Bock. Il sera plus simplement un repère, comme l'a dit Charlie Gabriel Bock. Il restera un monument. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour votre haute contribution. We thank you a lot. We learned a lot. And we just appreciate your different suggestions. And I think that we youngers, you're going to follow the law. Yeah. Thank you very much once again. So we're going to have like 2 or 3 questions,
because we are running out of time. So 2 or 3 questions, we're taking all of them at once, and the professor will answer after that. Thank you. Merci. J'oserais clôturer les propos du professeur par cette pensée de François Fanon. Chaque génération se doit, dans une relative opacité, de découvrir sa mission et la remplir ou la trahir. Quelques mots sur ce que le professeur nous disait. Alors, qu'allons-nous faire? Allons-nous découvrir notre mission? Allons-nous la remplir ou la trahir? Je m'appelle Ambé Chou Bertrand et aucune casquette à décliner, sauf peut-être un admirateur de ce monument. J'ai eu juste le temps de lire la dernière page de l'ouvrage. La deuxième phrase m'a arraché le sourire. Plus bas, j'ai dû retenir un grand rire. À la dernière phrase, j'avais envie de courir embrasser le professeur. Et quand il a commencé à parler, j'ai voulu faire quelques pas en arrière pour faire juste une révérence. Très bien plu, professeur. Très bien plu. La jolie présentatrice a oublié d'ajouter à votre casquette, à vos multiples casquettes, la dernière, le poète. Il se dégage énormément de poésie dans chaque ligne de l'ouvrage et dans chaque phrase que vous prononcez. Et ça me fait comprendre pourquoi le colonel tout à l'heure, quand il me donnait l'injonction de venir ici voir ce qui se passe, me demandait de traduire ce que le monsieur a écrit parce que beaucoup de gens ne comprendront pas. Il est difficile de vous suivre, d'accord, on va un esprit raffiné. Et il est autant difficile de suivre le colonel dans son esprit est vif, il va vite. Je ne voudrais pas poser des questions, enfin, si, j'en ai plein, à l'anthropologue. Nous vivons malheureusement une époque où l'intellectualité, au lieu d'être une petite partie de l'intelligence, a avalé l'intelligence, ou c'est des parties de l'intelligence pour en devenir l'adversaire. Il ne reste plus d'intelligence dans nos sociétés que de l'intellectualité, et malheureusement, apparemment dans le gouvernement aussi. Et malheureusement, une fois de plus, je cherche encore des raisons de rester optimiste quant à la génération que nous sommes. Quand nous nous rendons compte que ce n'est pas qu'une question de la justice, ce n'est pas qu'une question de la justice camerounaise, ce n'est pas qu'une question du Cameroun. En fait, nous avons l'impression que le monde, le système de gouvernance du monde aujourd'hui, c'est la kakistocratie. Et quand la kakistocratie est à court dans le monde tout entier, quand l'argument de la force l'emporte sur la force de l'argument, quel espoir, où cette génération ira-t-elle chercher l'espoir, vers qui nous tournerons tous quand les gendarmes du monde sont des brigands, quand l'intelligence a foutu le camp, quand une génération a perdu tous les repères, parlant de repères, pour en revenir à notre école, c'est plus qu'un père. C'est la seule personne qui ait su m'arracher le syllabe ou le son pas 2 fois de suite. Je l'appelle affectueusement papa. Car il est plus qu'un papa. Non pas seulement pour une génération, mais pour plus qu'une génération. Bref, je doute que la machination ait pu effleurer la dimension spirituelle, la portée intellectuelle de cet homme, car on n'était pas une lumière. On pourra couvrir quelque temps, mais il nous revient de la faire éclore. Je voudrais finir sur un autre. J'espère, professeur, que dans vos amphis, les jeunes étudiants de ces 10 dernières années réussissent à vous suivre. Parce que le matériau qui semble arriver dans nos amphithéâtres récemment, je trouve qu'ils réussissent à capter la portée de l'expression
de ce que vous représentez. Une fois de plus, chapeau bas, professeur. Et j'aimerais vraiment vous suivre, non pas dans les amphithéâtres, mais de très près pour me puiser un peu de ces séances. Merci. We have a break where journalists will have the chance to ask questions, English and French. The professor is bilingual. He can answer questions in English too. So we're going to proceed maybe now with the dedication ceremony. That's where you sit. Maybe you have a last word before that. Oui, puisqu'on va passer à la dédicace, je voudrais... j'espère que j'arriverai à cacher cette émission. Professeur, merci. Les amitiés, les amis d'Éternel Kotor, une fondation d'Éternel Kotor, c'est une idée magistrale. Et peut-être, il ne m'appartient pas d'en discuter longtemps. Vous l'avez lancé. J'espère qu'il y aura rebond. Je vous suis reconnaissant de m'avoir expliqué la teneur du nom. Et effectivement, et là vous avez pensé, vous avez taquiné l'anthropologue. Effectivement, si j'avais connu la langue Sawa, le Douala, assurément je me serais intéressé à la signification du nom. Parce que nous avions un grand, celui qui nous a formés tous, le professeur Thomas Mélonnet, il nous parlait de l'onomastique, la science des noms. Et ceci nous rappelle que les noms que nous portons portent un destin. Voilà, et je vous en remercie. Je crois que ce que vous dites, vous m'avez intimidé. C'est une injustice dont je suis victime. So, Professor, that's where you have to sit. How is it going to work? So, for those who bought the book, you come one by one to have your book dedicated. Tout à l'heure, c'est un ouvrage impressionnant par sa justesse et sa sensibilité. J'ai eu l'impression de me retrouver avec le procès de Dreyfus dans un univers kafkaïen, dans un film de Costa Grava qui s'appelle L'Aveu, tout ça à la fois. Et
Donc j'ai été très touché, perturbé même par la justesse et la sensibilité avec laquelle les choses se sont dites. Et je ne crois pas que rien de ce qui pourrait être fait ne pourrait restituer l'honneur perdu de cet homme. Et c'est triste que ça se passe dans mon pays, au Cameroun. Je ne m'étendrai pas outre mesure sur cette problématique puisque l'auteur de l'ouvrage, en l'occurrence l'anthropologue Charlie Gabriel Bock, a mis en exergue justement la portée et les limites du système judiciaire à partir de ce cas unique, j'ai failli dire. Mais ce que je peux dire de l'homme que j'ai connu en tout premier, c'est que c'était un avant-gardiste. Il avait un temps d'avance sur tous les sujets, et en particulier sur les sujets économiques et d'aménagement du territoire donc, et de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle il vous souvient le projet Sawa Beach, qui était un projet qui s'inscrivait dans la logique justement de faire de Douala une métropole moderne à l'échelle de la sous-région de l'Afrique centrale. C'était une idée inédite et vous remarquerez que d'autres pays, d'autres villes ont emboîté le pas et nous ont dépensé sur ce plan. Et je crois pouvoir dire que son brusque départ à la tête de la communauté urbaine de Douala a également été un temps d'arrêt significatif, mais comme il était avant-gardiste, l'essentiel de ce qui s'est fait après lui a été conçu par lui. C'est déjà un mérite d'avoir poursuivi ce qu'il a entrepris. Et sur un autre plan, sur le plan économique, il me souvient également que la dimension qu'il voulait donner à la ville de Douala, parce qu'il était un diplomate économique, en ce sens qu'il a été pendant longtemps le président du comité de liaison entre l'Union européenne et les pays ACP, a permis à la ville de Douala, n'est-ce pas, de développer des outils et un réseau de partenariat aussi bien avec les partenaires bilatéraux que multilatéraux qui auraient positionné, je crois, la ville de Douala à un niveau économique beaucoup plus avancé qu'aujourd'hui et considérant le poids de la ville de Douala dans l'économie camerounaise, si ce n'est celle de la sous-région, vous imaginez bien le Cameroun se retrouverait aujourd'hui. C'est un message d'optimisme, mais pas d'un optimisme béat, c'est un optimisme de combat au profit de la gouvernance judiciaire au Cameroun, parce que le livre se conçoit comme une défense et illustration de la justice dans notre pays. Nous pensons que la justice est le dernier recours de toute société et que de ce fait, il importe qu'elle juge juste au-delà des difficultés que l'institution judiciaire peut rencontrer. Parce que nous savons que nos magistrats sont la crème de la société, mais nous savons aussi bien que nos magistrats subissent des violences diverses, que ce soit des chantages à la carrière ou que ce soit des violences d'argent, des pressions de toutes sortes qui font que la justice est parfois en difficulté avec la vérité, l'impartialité et l'équité. Nous savons, à partir du cas d'école que constitue le colonel Édouard Etonde Ekotor, que Dame Justice, qui a les yeux bandés, ne se bande pas les yeux par cécité physiologique, mais se bande les yeux parce que sa cécité est regardante. Elle veut se concentrer sur l'intime conviction du magistrat pour que le verdict soit donné en âme et conscience. Voilà pourquoi nous parlons d'optimisme. Et il se trouve que le colonel Etonde Ekotor, malgré ce qu'il a subi, est resté confiant dans la justice de son pays
en se disant que la justice ayant commencé à se juger et même à se condamner, ira jusqu'au bout de cette logique pour que réparation lui soit faite pour le préjudice tout de même inestimable, incommensurable qu'il a subi. Alors, professeur, est-ce que ce livre aussi, à votre avis, vous excusez si c'est mal dit, est-ce que ce livre aussi n'est pas une pression pour cette réparation? Vous ne pensez pas que ça peut être une période de réparation? Et si tel est le cas, que direz-vous? Réussi, un travail bien fait, réussi? Je ne suis pas enclin à l'autosatisfaction. Je ne peux pas me dire à moi-même que ce travail a été bien fait. Mais la question que le cas d'Edouard Etonde Ekoto pose à la justice du Cameroun est un cas d'école. Lui a été un prétexte pour une analyse qui interpelle la nation camerounaise. Parce que l'institution judiciaire doit fonctionner, puisque c'est le dernier rempart de tous les citoyens. Nous pensons donc que si la justice a commencé à l'acquitter, à le reconnaître non coupable, alors qu'il avait été condamné préalablement à 15 années de prison ferme, cela signifie que cette justice a soif elle-même d'arriver au bout de son propre processus. Et si une justice reconnaît un tort, il est juste que la même justice reconnaisse la nécessité de réparer le tort qu'elle a reconnu. Quelles sont les réformes principales qu'on peut espérer de la justice au Cameroun, après ces diagnostics froids et qui est presque effrayant? Nous n'avons pas qualité pour proposer des réformes ni du code pénal ni du code civil. Nous ne sommes pas formés à l'art du droit. Nous parlons de temps en temps, en fait, en profane, mais en analyste tout de même et en justiciable potentiel. Il est important de juger juste. Je crois que les professionnels du droit savent quels sont les mécanismes qui permettent à une justice d'être juste. Est-ce que le cas du colonel n'est pas un cas parmi tant d'autres injustices dans notre pays? Et c'est ce que nous avons tenté de dire dans cet ouvrage et même dans notre exposé liminaire. Le cas de Tonde Ekoto est un cas d'étude, un cas d'école. Et j'ai terminé mon exposé en rappelant que hier c'était lui, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnalités qui mériteraient qu'on s'intéresse à leur situation. Et je sais que le Cameroun a des intelligences assez outillées pour faire ce genre de travail. J'ai peut-être donné le ton, mais je sais qu'il est possible de s'intéresser à d'autres personnalités qui sont dans des situations, sinon similaires, mais du moins apparentées. Eh bien, parmi tant d'autres, oui, il n'a pas la prétention d'être le seul à avoir subi des injustices. Et je voudrais vous dire que si vous dites à M. Etonde Ekoto qu'il est un génie, il va s'offusquer. Il n'a pas eu la prétention d'être un génie. Si vous lui dites qu'il est une destination, il va vous dire non. Sa prétention n'est pas à ce niveau-là. Son ambition, c'est d'être, dans le meilleur des cas, un panneau de signalisation. Si à partir de l'expérience qu'il a vécue, d'autres peuvent réussir mieux pour le Cameroun, parce que c'est ça un peu son dada. Ne rien faire contre son pays, contre son drapeau, mais s'assurer que ce qui est fait est bien fait. Que représente la couleur noire sur le titre de votre ouvrage? La couleur noire, je ne suis pas infographe, je n'ai pas commandé la couleur noire. Mais le micro, s'il te plaît. J'aimerais savoir, Dimango, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, si vous pouvez me dire là, est-ce que vous avez l'impression qu'un jour, la justice camerounaise peut être juste? Dans tous les pays du monde, il y a des erreurs judiciaires. Voyez-vous? Ce qui est important, c'est qu'une erreur judiciaire ne se vante pas d'avoir été une erreur. Ça veut dire qu'on punit sciemment, à tort, on fait mal, on machine, on veut liquider. Mais si la justice reconnaît ses torts
et va jusqu'à la réparation, cela signifie qu'il y a des chances qu'elle s'amende. Et mon Dieu, c'est une œuvre à la limite, comme toutes les œuvres humaines. Le magistrat juge en âme et conscience. Il faut donc parier pour la conscience des magistrats. Et c'est ce pari qui fait l'optimisme de combat qui a justifié ce livre. Parce qu'on ne jette pas l'eau avec le bébé. Professeur, aujourd'hui c'est le cas Edouard Tonekoto. Est-ce qu'on peut s'attendre dans quelques années qu'on parle de Paul Éric Kingu qui n'existe plus, mais qui a pratiquement le même cas? Comme je dis, j'espère qu'il y aura d'autres compatriotes pour poursuivre ce travail. Nous n'avons plus peut-être l'énergie de nos 40, 50 ans. Nous sommes sur le penchant, c'est l'autre versant. Et le message que ce livre diffuse, c'est qu'au-delà des individus, qu'on voit des projets. Paul Éric Kingu a été un projet. Il est important que des jeunes compatriotes s'intéressent à ce cas et produisent des choses lisibles et audibles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.